Ici, le bégaiement se raconte sans détour. Installe-toi confortablement et je te souhaite une bonne écoute avec le podcast qui bégaye. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast qui bégaye, le podcast qui vise à sensibiliser au bégaiement et à donner la parole aux personnes qui bégayent afin de se désensibiliser. Dans ce nouvel épisode, je suis en compagnie de Rémi, Baptiste, Jamel et Sarah, euh, avec qui nous allons donc aborder différentes expériences qu'ils ont vécues, dans lesquelles ils ont mis en valeur leurs paroles en passant outre leur bégaiement bourdonnement, et même parfois en faisant une force, quitte donc à mettre leur troupe de fluence sous le feu des projecteurs. Nous allons donc parler notamment de la participation à des concours d'éloquence, au fait de prêter sa voix pour faire du doublage ou de la voix off, ou bien même de monter sur scène en tant qu'humoriste. Je vous laisse donc avec ces interviews et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Rémi, comment as-tu connu l'existence de concours d'éloquence pour personnes qui bégayent? Alors j'ai découvert, donc le concours d'éloquence, en 2023, donc par l'intermédiaire de mon orthophoniste, Anne-Charlotte, que je salue d'ailleurs, si elle entend, ce podcast. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de participer à un concours d'éloquence, heu, malgré le bégaiement? Bah, moi c'était assez simple, hein, je voulais rencontrer des personnes qui bégayaient, simplement, et aussi mettre en pratique, les techniques de fluence que j'apprenais à l'époque. Pourrais-tu nous expliquer, comment ça s'est déroulé? C'est-à-dire, étiez-vous entouré d'orthophonistes et de spécialistes de l'art oratoire, par exemple, afin de vous accompagner à préparer un discours, que ce soit à l'écrit, mais également à l'oral? Alors le concours s'est déroulé sur, plusieurs semaines, 6 ou 8, je me rappelle plus très bien. Donc nous étions entourés par des orthophonistes, des étudiantes en orthophonie et des coachs, qui étaient tous là, on va dire, pour nous donner des conseils, nous rassurer, nous aider à rédiger les discours et aussi à nous écouter. Et à côté de ça, il y a eu quelques intervenants qui sont passés, encore une fois pour, plutôt nous enseigner, certaines choses sur le bégaiement, notamment des techniques de relaxation également. Et aussi une orthophoniste qui était passée, je pense, pour nous parler un petit peu de la voix et de comment fonctionnait, hem, la voix en général. Voilà, j'ai de vagues souvenirs, mais en tout cas, je me rappelle de ça. Hem, Lors de ta prestation devant le public, est-ce que cela a eu un impact positif ou négatif, sur ta fluence et sur ton bégaiement? Alors justement, la prise de parole en public, m'a fait comprendre que finalement le bégaiement n'était pas forcément présent dans ces cas-là et que bizarrement j'étais en quelque sorte, animé par une énergie, que je ne connaissais pas, hein, jusque-là. C'était pas enfin, le discours en public, j'avais pas vraiment l'habitude d'en faire. La première fois, c'était quand même très difficile pour moi, c'était plus un blocage, plutôt, une crainte par rapport au regard des autres et des opinions. Mais une fois que je me suis lancé, je me suis rendu compte que ça bloquait pas du tout, vraiment pas du tout. Donc plutôt un effet positif là-dessus, vraiment, très positif même. Si tu devais parler de ton toi d'avant, que lui dirais-tu par rapport à la prise de parole face à un public? Alors à mon moi d'avant, je lui dirais, «Ancre-toi dans le sol».
Relâche ta gestuelle, sois plus détendu et regarde ton public dans les yeux. C'est très important. Et dernièrement, focalise sur le fond plutôt que sur la forme. Voilà ce que je dirais à mon ancien moi. Est-ce que, participer à un concours d'éloquence pour personnes qui bégayent, est-ce que c'était pour toi un exercice de prise de parole ou c'était un défi à relever, soit de parler devant un public, de t'exercer à l'art oratoire ou bien encore dans une quête d'acceptation et de maîtrise du bégaiement? Alors, participer à ce concours, bah, c'était plutôt un défi, je dirais. Un défi avant tout et surtout l'envie de vaincre ma peur du bégaiement dans la prise de parole en public. Et ça a plutôt bien marché, hein. Franchement, je le répète, ça a déconstruit quand même pas mal de fausses croyances que j'avais sur les prises de parole en public. Donc voilà, plutôt un défi avant tout. Quel était pour toi le plus grand défi que tu as dû surmonter? On va dire que j'ai eu deux grosses difficultés. Donc la première, j'en ai déjà parlé, c'était les 2 premières semaines, hein, vraiment passer outre le regard des autres, le temps de se mettre dans le bain, et cetera, ça a vraiment été difficile. Mais j'y suis arrivé, finalement. Et ensuite, la deuxième grosse difficulté quand même, ça a été de parfois trouver l'inspiration pour l'écriture des discours. Voilà, ça n'a pas toujours été évident et je me suis souvent retrouvé face à des pages blanches, à ne pas savoir quoi écrire, mais finalement, à force de réflexion, c'est toujours venu. Que retiens-tu de cette expérience et est-ce que ça t'a changé, par exemple, hem, vis-à-vis du bégaiement ou de la capacité à prendre la parole face à un public? Bah, ouais, d'abord que la prise de parole en public, finalement, me plaisait plutôt pas mal. Et c'était plutôt l'écriture, finalement, que j'avais pas trop apprécié à l'époque, qui me rebutait un peu plus. Puis surtout, j'ai rencontré de très belles personnes que je côtoie encore aujourd'hui. Big up à Tom, s'il écoute ce podcast. Puis aussi, ouais, de manière générale, on va dire que j'ai été quand même galvanisé durant le concours 2 et 3 mois après, j'irais vraiment enfin, j'avais plus de confiance en moi, le regard des autres m'atteignait moins. Mais malheureusement, le naturel est revenu au galop. Voilà, avec le travail, avec la routine, bah, j'ai reperdu confiance en moi et j'étais un peu revenu au point mort, on va dire. Mais en tout cas, ça m'a apporté pendant quelques temps une confiance certaine. Si une personne, qui bégaie ou non, souhaiterait participer à un concours d'éloquence ou à toute autre activité de prise de parole, mais aurait peur de se lancer, que lui dirais-tu? Alors, si une personne avait peur de se lancer dans ce genre de concours, je lui dirais qu'il n'a rien à perdre. Vraiment rien à perdre. Et que ça ne pourra lui faire que du bien, à vrai dire. Car c'est quand même une sortie de zone de confort assez conséquente, mais qui fait beaucoup de bien quand même par la suite. Je dirais également, pour finir, qu'il faudrait plutôt privilégier bah, des concours pour personnes qui bégayent, même s'ils se font très rares, hein, finalement. Mais voilà, je conseillerais quand même partir là-dessus parce que le cadre sera forcément plus bienveillant, en tout cas dans un premier temps. Bonjour Baptiste, qu'est-ce qui t'a donné l'envie de participer à un concours d'éloquence pour personnes qui bégayent?
Eh bien, en fait, ça fait quelques années, du coup, que j'avais entendu parler de ça, donc voilà, enfin, voilà, enfin, de ce principe du concours d'éloquence. Et en fait, disons que j'ai toujours bien aimé prendre la parole. Malgré tout, j'ai toujours beaucoup aimé. Ça m'a toujours passionné, l'art, enfin, l'art oratoire, d'une certaine manière. Et en fait, forcément, en tant que personne avec un bégaiement, on se sent pas à l'aise et on se sent pas légitime. Et le fait qu'il y ait ce cadre-là, disons que ça m'a un peu rassuré sur le fait de prendre la parole sans me faire juger. Et en fait, c'est ce qui a fait que j'ai voulu me lancer. Voilà, donc je l'ai fait en 2022, 2023, 2024. Et voilà. Et non, non, je pense que la raison principale, c'est parce que déjà j'aime beaucoup ça de base, j'aime beaucoup prendre la parole. C'est pour ça que, enfin voilà, j'ai aussi le métier que j'ai. Mais en plus de ça, le fait d'être dans un cadre beaucoup plus rassurant que des simples concours d'éloquence, parce que j'ai longtemps voulu faire des concours d'éloquence normaux, on va dire, classiques. Le problème, c'est que vraiment, j'avais la flemme de devoir m'expliquer sur le fait de dire ah, au fait, moi, je suis bègue. Ça m'intéresse pas du tout. Parce que c'est beaucoup de stress déjà d'assumer son bégaiement. Voilà, ça, on va dire pour les personnes qui ont ce trouble-là, les personnes savent très bien ce que c'est que de devoir s'expliquer. C'est très, 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 très fatigant, c'est très stressant. Donc voilà, c'était un cadre beaucoup plus rassurant et c'est pour ça que je me suis lancé, quoi. Hem, Lors de ta prestation devant le public, est-ce que cela a eu un impact positif ou négatif, sur ta fluence et sur ton bégaiement? Disons que les premières fois, c'est très intimidant, forcément, surtout que en fait, enfin, disons qu'évidemment, c'était pas les premières prises de parole dans ma vie, hein. Forcément, quand on est, enfin, je sais pas moi, quand on doit faire des exposés en classe, quand on doit prendre la parole devant d'autres personnes, on le fait des fois durant sa vie, ça reste très stressant. Là, les premières fois, c'était aussi très stressant, forcément. Sauf que lorsqu'on se rend compte que l'environnement est très safe, très compréhensif, disons disons qu'on se détend, ouais, enfin, ouais, disons qu'on se détend progressivement et on ose le montrer de plus en plus. Moi, c'est quelque chose qui, moi, je ne supporte pas montrer mon bégaiement. Même maintenant, j'ai beaucoup de mal pour le faire, même si ça va mieux. Mais ça a été dur, ça a été vraiment dur. Et au fur et à mesure, avec enfin, le fait d'être bien entouré, toute la bienveillance, le fait de se rendre compte que c'est pas grave de bégayer et que c'est aussi le principe. Disons qu'au fur et à mesure du temps, j'ai clairement pris beaucoup d'aisance, même si je pense que j'avais déjà une certaine aisance de base, mais le fait d'être dans un cadre où je me rends compte que je peux parler sans être jugé, sans que ça pose problème, ça m'a donné un boost supplémentaire, ça c'est clair. Si tu pouvais parler à ton toi d'avant, hem, que lui dirais-tu pour se lancer dans la prise de parole face à un public? Je lui dirais d'arrêter de réfléchir. Je lui dirais d'arrêter de réfléchir, de se poser 150 questions. Ça, c'est quelque chose qui est très présent chez moi, de se poser beaucoup de questions, de beaucoup réfléchir, d'envisager le pire aussi, clairement. Surtout que le problème du bégaiement, c'est que c'est très imprévisible. Il y aura des journées où il y aura aucun blocage, et il y aura des fois où pour un simple mot, ça va prendre 30 secondes. Donc à partir de ce moment-là, en fait, moi, ouais, je pense que ce que je me dirais, ce serait d'arrêter de se dire que ça va être horrible, que je vais bégayer. Oui, alors oui, tu vas bégayer. Oui, tu vas être victime de moments où ça va être très dur. C'est le principe du concours. Donc en fait, c'est normal que tu bégayes. C'est normal que tu bégayes. Et tu vas voir que ça va paraître très particulier, ça va te faire peur, et au final, tu vas t'éclater, parce que c'est vraiment ce qui s'est passé. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a donné l'envie de faire du doublage et de la voix off? Disons que depuis tout petit, j'ai beaucoup regardé de films, etc. Et il y a des voix qui m'ont plus marqué. Je dirais par exemple la voix française de Jim Carrey, qui est potentiellement ma voix française préférée. Le fait qu'en France, on a aussi des doubleurs qui sont assez reconnus. Disons qu'en France, on a quand même, enfin, disons qu'on a quand même ce corps de métier qui est reconnu parce que c'est la fierté française de vouloir mettre des voix françaises sur absolument tout. Mais globalement, ça a fait que
les films que j'ai pu voir quand j'étais petit, il y a des voix qui m'ont marqué. Et on va dire que non seulement il y a eu ça, le fait de vouloir reproduire naturellement des voix qui me plaisaient, des personnages, je dirais surtout, par exemple, la première référence que j'ai vis-à-vis du doublage, et cetera, de la voix off, ce serait le personnage de The Mask, qui fait des voix complètement loufoques et qui du coup, enfin voilà, qui est la voix française de Jim Carrey. Personnage que j'adore, tant par son humour, ses mimiques, et cetera. Et en fait, c'est ce qui a fait que j'ai vraiment voulu enfin, ouais, je me souviens que j'avais quoi? J'avais peut-être 6, 7 ans, je regardais le film et j'essayais de refaire des voix, quoi. Bon, évidemment, c'était pas dingue, mais mais au moins j'essayais, quoi. Au moins j'essayais et en fait, disons que ce truc-là, ça m'a suivi toute ma vie et en fait, on m'a souvent dit, que j'avais une voix qui portait plutôt pas trop mal, que je m'en tirais pas trop mal pour imiter des voix par-ci par-là et en fait, il y a un moment donné, lors d'une soirée, j'ai rencontré quelqu'un qui faisait ça du coup, qui bossait, dans la voix off, sans être bègue, hein, mais qui bossait dans ça. Je lui ai expliqué ma situation, que j'aimais bien, mais que j'osais pas trop me lancer et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a dit: «Bah, vas-y, enfin genre, fais-le, enfin, fais fais des essais, fais des tests et puis au final, bah, tu verras ce que ça donne». Donc en fait, je me suis mis sur des sites, enfin voilà, des sites où est-ce que du coup je pose ma voix, je fais des tests, des démos, je l'ai mis sur des sites et là ça fait à peu près, ouais, ça fait à peu près 2 ans, quoi. Globalement, pour devenir doubleur, comment ça se passe pour se rapprocher d'une boîte de production, par exemple? Alors, l'avantage, c'est qu'en fait, moi, pour le coup, je l'ai fait sans rien. C'est-à-dire que globalement, je n'ai pas de formation de quoi que ce soit. Je me suis juste dit, tiens, il y a des sites où je peux mettre ma voix, je peux faire des tests, je vais la mettre. Je ne sais absolument pas ce que ça va donner. En fait, moi, je me suis inscrit sur des sites comme Fiverr, etc. Je me suis inscrit en février 2023. Les premières demandes, je les ai eues en avril 2024. Donc j'ai passé plus d'une année à mettre mes démos sans qu'il n'y ait rien du tout. Donc globalement, j'ai juste fait des démos, je les ai posées sur les sites. Et après, du coup, j'ai deux trois clients qui m'ont donné ma chance, et cetera. J'ai commencé à faire du doublage, des voix off pour des petites vidéos par-ci par-là. Donc en fait, pour le coup, moi, c'est l'immense majorité du temps, c'est surtout sur, Fiverr, les plateformes. Les boîtes de prod, pour l'instant, j'en connais pas. J'en connais pas trop, j'aimerais beaucoup, mais mais j'en connais pas. Moi, globalement, c'est les sites de freelance qui sont, on va dire, à un peu plus de, on va dire plus des trois quarts des clients que je peux avoir régulièrement. Il y a aussi des gens que j'ai pu croiser qui ont eu besoin de mes services. Mais voilà, globalement, moi, tout ce qui est, enfin, les boîtes de production, malheureusement, j'en connais pas trop, quoi. Le fait de bégayer et de prêter ta voix, est-ce que c'est un frein? Alors, disons que le bégaiement est un frein. Il l'a été, il l'est toujours, mais c'est moi qui me mets ce frein. En fait, moi, comme je l'ai dit, je n'aime pas le montrer du tout. Ça ne me plaît pas du tout de le montrer. J'aime pas ça. Enfin, même si je l'accepte beaucoup plus, je n'aime pas le montrer parce que forcément, bah, ça reste une posture fatigante. Voilà, ça sollicite de l'énergie. S'expliquer, comme je l'ai déjà dit, c'est fatigant. Donc, globalement, j'ai un peu la flemme. Malgré tout, disons que, enfin, donc, on va dire que ce frein, c'est moi qui me le mets, mais globalement, si je me suis lancé dans ça, c'est parce que je savais que c'est que je sais que je peux faire des voix pendant plusieurs minutes sans bégayer. Ou alors, si je dois bégayer, je vais aller sur les logiciels où est-ce que je monte et je vais faire en sorte soit de ne pas le montrer, soit de le réduire fortement pour que ça n'ait pas d'impact sur les voix. Et abordes-tu le sujet avec les personnes pour qui tu prêtes ta voix? Alors, pour le coup, je l'aborde pas.
je l'aborde pas parce que ça reste une relation très professionnelle. Disons qu'il y en a pas beaucoup avec qui il y a eu des liens qui se sont vraiment noués et heu, j'ai pas honte de mon bégaiement parce que justement c'est quelque chose dont je suis assez fier de me dire que je suis bègue et que je peux faire ça, je peux gagner ma vie grâce à ça. Mais j'ai peur que des gens, soit s'en rendent compte et décide simplement de ne plus vouloir travailler avec moi. Alors, pour le coup, c'est peut-être juste moi qui suis pessimiste, hein, peut-être qu'au final, les gens s'en foutraient complètement, mais disons que pour l'instant, j'ai du mal pour l'exprimer, même si du coup avec ce podcast, bon bah voilà, s'il y a des personnes, s'il y a des personnes pour qui je bosse et qui reconnaissent ma voix, vous vous rendrez bien compte que je suis bègue. Donc voilà. Mais non, 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 j'aime pas en parler, mais je pense que plus le temps va passer, plus je vais le dire, parce que justement, enfin, disons que j'ai eu besoin de me prouver que je pouvais faire des choses de façon normale, mais le but dans tout ça aussi, c'est que je montre de plus en plus que oui, je suis bègue, oui, j'ai un trouble de la parole. Malgré tout ça, ça m'empêche pas de parler, ça m'empêche pas d'être dans ce milieu-là, même si ça reste dans une niche, dans mon coin, chez moi, mais au moins montrer que, bah, que même avec ça, c'est possible de le faire, quoi. C'est possible de le faire. Est-ce que parler derrière un micro a une influence sur ton bégaiement? Et est-ce que pour toi, c'est un refuge ou bien cela augmente le bégaiement? Alors forcément, l'avantage dans ce que je fais, c'est que je suis seul chez moi. Donc disons que le regard des autres, je l'ai pas. Donc on pourrait se dire: «Ça va être facile» et d'une certaine manière, c'est beaucoup plus facile parce que encore une fois, l'avantage, c'est que du coup, c'est ce que j'ai dit, si je bloque trop, j'arrête l'enregistrement. J'arrête l'enregistrement, je fais des cuts et cetera, c'est pas très grave. Mais justement, le fait que ça soit quelque chose maintenant de professionnel pour moi puisque je gagne ma vie, fait qu'il y a une certaine pression. Et en fait, je me retrouve des fois à faire des voix qui paraîtraient très simples, mais comme j'ai le goût de vouloir bien faire et que je veux lisser ce bégaiement sans le montrer, parce que vu que les vidéos que je fais, les, 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 les voix off, je ne dois pas montrer que je bégaye parce que c'est pas le but. Disons que je ne veux pas du tout la moindre trace de bégaiement. Et c'est ce qui fait que je me mets une grosse pression et que là où on pourrait se dire ça va, tranquille, chez lui, solo, ouais, mais finalement, disons que mon exigence personnelle rend les choses très compliquées et très fatigantes des fois. Donc ça a son avantage parce que forcément je suis tranquille, j'ai personne pour me dire ah faut que tu refasses ça, etc. parce que je suis le seul juge et globalement lorsque je rends mes fichiers, je m'assure qu'ils soient de bonne qualité et qu'il n'y ait pas des passages, qui soient remplis de moments où est-ce que ça bloque. Mais comme je me mets beaucoup de pression parce que je ne veux pas montrer ce bégaiement, des fois, ça fait que c'est très dur et au final, ce qu'on pourrait se dire comme: «Oh ça va, c'est tranquille», bah, ça l'est pas tant que ça finalement. Aurais-tu une anecdote à nous partager? Disons qu'il y en a une, enfin c'est pas une, mais c'est du coup la chose moi que j'ai décrit justement. Ce qui est fou avec, ça, le bégaiement et cetera, c'est que, en fait, des fois, je fais des tests. Par exemple, je reçois des scripts et je ne m'enregistre pas. Je les lis d'une traite, mais genre sans aucun bégaiement, sans aucun problème, sans aucun trouble de la fluidité, rien, zéro. Dès le moment où est-ce que j'appuie sur le bouton rouge d'Audacity, que je vois juste là, dès le moment, il y a des fois où je suis incapable de sortir le moindre mot. Alors, encore une fois, c'est ce que j'ai dit, c'est sûrement l'exigence personnelle, mais c'est dingue parce que c'est le même texte, il n'y a aucune pression parce que, encore une fois, je rappelle que en fait, les, les missions que je reçois, c'est moi qui fixe le nombre de jours. Donc on va dire que globalement, si je dis je vous fais la commande, j'ai un nombre de jours nécessaire pour le faire sans aucun problème. Mais dès que j'arrive sur le logiciel, que je lance ce bouton, c'est comme si, je sais pas, je me mettais une forme de pression, puis que je me disais, fais attention, fais attention, fais attention. Donc c'est ça globalement. Ça, c'est la chose la plus marquante, je dirais, dans ce taf. C'est que je suis capable de lire des textes, et en plus
très, 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 très vite. La seconde d'après, si j'appuie sur le bouton, je ne saurais il y aura des fois où je vais être incapable de lire la moindre phrase. Est-ce que tu recommanderais à n'importe qui, ayant un bégaiement, bredouillement ou non, de se lancer dans des exercices ou d'activités pouvant être professionnelles, dans laquelle la prise de parole est essentielle? Alors, la question que je vais poser, c'est: ça vous coûte quoi d'essayer? Ça coûte quoi d'essayer? Alors, beaucoup de peur, ça, évidemment, hein, même moi, enfin, je suis le premier à qui ça peut faire peur. Enfin, ça a pu faire peur parce que maintenant ça va, mais en fait, globalement, ça va vous coûter quoi? Surtout que si vous êtes dans un espace plutôt safe, où les gens vous écouteront et cetera, vous n'avez rien à perdre. Vous n'avez rien à perdre. Donc globalement, si vous sentez que vous aimez parler, si vous sentez que vous aimez prendre la parole, que vous aimeriez bien potentiellement vivre de votre voix, faites des tests. Faites des tests. Alors, bien sûr, des fois, ça marchera pas. Certains, oui, certains, ça marchera pas du tout. Même moi, je vis de ça, mais encore une fois, je ne suis pas, j'ai pas, ça fait que 2 ans que je fais ça. J'ai pas non plus une expérience de dingue. J'ai pas des centaines de contacts, mais je me suis simplement dit, je n'ai rien à perdre. Je n'ai rien à perdre. Donc, je me suis lancé. Au final, ça marche pour moi, plus ou moins, c'est une bonne chose. Donc oui, bien sûr. En fait, je ne vois pas de choses négatives sur le fait de se lancer dans ça. Je vois pas de régression potentielle. Ça, non. Euh, alors, ce sera peut-être pas très, 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 très confortable. Des fois, on se sentira pas trop bien. Peut-être qu'on se posera la question de, ouais, enfin, honnêtement, bof. Disons que j'aurais peut-être pas dû faire ça, mais c'est pas grave. Rien que le fait de l'avoir fait, d'avoir franchi cette barrière mentale, parce que ça peut être aussi, parce que souvent ça peut être une barrière mentale. Le fait de se dire, tiens, j'ai fait ce test-là, j'ai pris la parole, je me suis prouvé que même si je bégaye plus lorsque je le fais, je l'ai fait, point barre. Je suis sorti de cette peur, de ce stress chronique que le bégaiement peut provoquer. Bien sûr, évidemment, je parle juste pour moi, mais je sais qu'il y a d'autres personnes dans mon entourage qui ont des troubles de la parole, qui justement s'empêchent de parler. Moi, je le dis simplement, vous n'avez rien à perdre. Et si les gens se moquent, s'il y a des gens qui font des remarques bizarres, bah écoutez, non seulement ce sont des personnes qui sont globalement malveillantes, parce que l'intérêt de faire ça, je le vois pas déjà de base, et puis en plus de ça, globalement, ces personnes-là, le but, l'intérêt, je le vois pas, et puis forcément, disons que ça ne fait avancer absolument personne. Donc faites le test si vous le voulez. Vous rencontrerez sûrement des personnes très bien, donc du coup, dans ce cadre, par exemple, de concours d'éloquence, qui vous aideront, vous écouteront, sauront être patients, ouais, oui, qui sauront être patienteux plutôt. Euh, non, non, franchement, faites-le, vous n'avez rien à perdre. Vous kifferez pour certains, vous n'aimerez pas, mais au moins vous l'aurez fait. Et je pense que c'est le plus important. Bonjour Jamel, Mm. Bonjour. est-ce que tu pourrais te présenter? Alors, moi, c'est Jamel, j'ai 41 ans. Je suis auto-entrepreneur. Je bégaye depuis... en tout cas, je me suis rendu compte la première fois que je devais avoir 6 ou 7 ans. Comment vis-tu actuellement ton bégaiement? Bah, disons qu'avec l'âge, avec l'expérience, avec tous les trucs que j'ai pu faire liés au bégaiement, je le vis bien. Maintenant, je le vis plutôt bien, on va dire. Mais j'ai fait tout un tas de trucs, des événements, etc. Déjà avant ça, je le vivais déjà plutôt bien, mais avec ces expériences-là, encore plus du coup. Donc, tu avais participé à un concours d'éloquence à destination des personnes qui bégaient. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Comment vivais-tu ton bégaiement avant d'y participer? Et qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'y participer? Alors c'était en 2023, ça il me semble. C'était la deuxième édition. À la base, je voulais pas du tout la faire. Euh,
lire, prononcer des discours devant des inconnus. J'avais déjà parlé devant des inconnus, mais là, prononcer des discours de 5 à 8 minutes, c'était autre chose. Donc du coup, mon orthophoniste a insisté pendant des mois, des mois et des mois. Pour lui faire plaisir, je lui ai dit oui. J'y suis allé sans conviction. Je me suis dit, je vais aller lors de la première masterclass, voir ce que ça donne. Euh, on n'était pas du tout à l'aise. On était, personne ne savait enfin, comment dire, ce qu'on foutait là. On arrive, euh, il nous ouvre une salle, c'est un amphithéâtre, c'est un petit amphithéâtre. Et là, on voit 40 étudiantes. On se dit, ouais, c'est quoi ce délire? Merde. Et donc, donc du coup, là, le stress qui monte encore un peu plus. Et, mais on a été au bout de la masterclass. Et il y a un événement durant la masterclass, il y a un atelier qui m'a fait changer d'avis, en fait. Et c'est à partir de là que j'ai continué. Et que j'ai été au bout, en fait. Qu'est-ce que cette expérience t'a apporté? Euh, de la confiance, déjà. Énormément de confiance. La première fois, on est dans la salle, on est divisé en deux groupes. Euh, donc une étudiante, il y avait peut-être 15 étudiantes je crois qu'on était 12 candidats, donc on était six dans une salle et 6 dans l'autre. Donc du coup, la première fois, on nous dit, qu'on va commencer simplement, doucement. Juste aller devant, enfin, se lever et puis prononcer un mot. Le mot le plus facile. Et après, c'était une phrase. Et après, après, c'était un petit texte. Et, euh, et pendant cet atelier, ça, c'est pas la première masterclass. Je crois pas. Je crois que c'est le premier atelier du mercredi. Donc, il y avait les masterclass le samedi et les ateliers le mercredi. Et donc la masterclass, il y avait pas grand-chose, on n'a pas grand-chose à faire, fallait juste être présent. Puis je me suis appelé peut-être se présenter, mais je suis pas sûr. Mais le premier atelier, c'était ça, c'était des exercices, ce genre de choses. Et il y a eu un moment où je me suis rendu compte que toutes les étudiantes étaient bien plus stressées que nous en fait. Nous on était plus détendus et plus à l'aise qu'elles. Euh, et c'est là où je me suis dit, ok, d'accord. Donc en fait, elles sont plus impressionnées par nous que nous par elles en fait. Et donc ça m'a encore convaincu. Enfin ça m'a convaincu encore plus. Et du coup, ça m'a donné en premier lieu de la confiance et plein d'idées ensuite qui sont arrivées par la suite. Je sais pas si tu te souviens, je sais pas si c'était dans mon groupe la première fois. Où le premier atelier, ouais, où j'avais joué un peu avec les candidats et les orthophonistes et les étudiantes, où j'ai créé un mystère autour de moi, parce que bon là je peux le dire, mais j'ai la maladie de Parkinson, et je voulais pas le dire au départ, donc j'ai créé un mystère en fait à chaque passage, je pose une question, et puis je comptais le dévoiler au fur et à mesure quoi. Et donc ça m'a fait marrer. Et j'ai commencé à prendre du plaisir. Au travers de cette expérience, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Euh, alors au-delà de la finale, parce que la finale c'est l'événement le plus marquant, mais le premier texte c'était un tour blanc. Il n'y avait pas d'élimination, il n'y avait rien. Et fallait faire un texte très très personnel. Donc j'ai vu que ça avait bien matché avec tout le monde.
avec avec le public, avec les orthophonistes et les étudiants et les candidats. J'ai vu que ça avait plu et bah, du coup ça m'a permis de me lâcher, d'avoir encore plus d'idées, plus plus d'imagination et comment dire, et se lâcher un peu plus déjà dans la prestation, parce que c'est pas que prononcer un discours, c'est aussi une prestation un peu scénique. Donc ça nous a permis un peu, en tout cas moi, ça m'a permis un peu de me lâcher un peu plus, et puis même dans l'écriture aussi également. Est-ce que tu as eu, après ça, un déclic? Euh, c'est particulier parce qu'après ça, en fait, après la finale, moi j'ai remporté le prix le prix de l'humour. Et dans les membres du jury, il y avait le- la programmatrice du Spotlight. Donc du coup, elle me demande devant tout le monde, devant toute la scène, devant tout le public, est-ce que tu veux venir jouer sur ma scène? Et j'ai rien entendu, j'ai rien compris. Donc j'ai dit, je vois tout le public qui crie, qui gueule, ouais, ouais, ouais. Je fais, ouais, ok. Mais sans savoir en fait, ce que j'avais compris, enfin, sans savoir ce que je disais, en fait. Et il y a quelqu'un qui vient me voir, qui me dit, elle t'a proposé de venir jouer un sketch sur scène. J'ai fait, ah ouais, merde. Et en fait, c'est après cette scène, donc, que j'ai travaillé pendant 2 mois, c'est après cette scène que j'ai eu un vrai déclic. Où je me suis dit, ouais, là, c'est bon, je peux faire de la scène. Alors, faire le texte devant tout le monde, faire notre discours, c'est différent parce qu'on était dans un cocon, on était entre nous, on était devant des gens qui comprenaient, qui avaient affaire à des gens qui bégayaient, donc on était un peu plus à l'aise et puis on était très bien entouré, aussi bien par les candidats que par les orthophonistes. Donc, du coup, quand tu montes sur scène, t'es un peu moins stressé. Là, c'est différent. Là, je jouais un sketch devant 150 ou 180, je crois, qui te connaissent pas, qui savent pas que tu bégayes, qui savent pas ce que t'as. Et puis, il fallait faire rire. Là, c'était encore une autre, c'était un défi encore très, très différent. Donc, après ça, quand j'ai vu que ça avait plutôt bien marché, euh, bah, j'ai dit ouais, vas-y, lance-toi. Et donc, depuis, je dois avoir une quarantaine de scènes peut-être. C'est pas énormément par rapport à, parce que j'ai commencé il y a plus de 2 ans, donc c'est pas énorme, mais c'est pas mal. Lors de tes représentations sur scène, abordes-tu le bégaiement ou ce n'est qu'un détail? Alors, j'en parle dès le début de mes sketchs. Au début, c'était moins qu'un détail. C'était un peu plus, c'était au moins un tiers de mes sketchs. Au fur et à mesure, j'ai commencé à, je le dis à chaque fois. Pour que les gens sachent à quoi s'attendre, quoi. Donc du coup, mais dans mes sketchs maintenant, enfin en tout cas quand j'écris maintenant, je le dis, mais je m'attarde moins, on va dire, un peu moins. Mais ouais, je le dis, je dis que je bégaye et que j'ai Parkinson. Donc ouais, je suis transparent par rapport à ça. Et donc, quand tu parles du bégaiement, comment réagit le public? Euh, j'ai très peu de réactions. J'en ai eu une fois qui m'avait marqué, c'était au Spotlight. Euh, ce jour-là, je bégayais beaucoup. Je sais pas pourquoi, j'étais stressé. Il y avait un line-up de haut niveau. Et c'était un moment où je me mettais la pression, où je me disais, il faut que je sois bon, faut que je fasse rire, parce que bon, parce qu'il y a les histoires de coups de cœur aussi là-bas. Euh, et donc j'étais entre 5 et 10 scènes et j'étais sur le moment où je voulais être bon.
Et du coup, quand j'ai vu le line-up, ça m'a stressé. Et j'ai bégayé à mort. Et donc, du coup, là, j'ai entendu deux meufs. À un moment donné, il y en a une qui dit ah ouais. Et l'autre, elle dit ah ouais, putain, c'est chaud quand même. Mais on les entendait bien, parce qu'il n'y a pas de bruit. Enfin, quand toi, tu es sur scène, il n'y a pas de bruit. Donc, dès que quelqu'un parle, tu l'entends. Et donc, du coup, ça m'a pas déstabilisé parce que je bégayais déjà, donc ça n'a rien changé au final. Mais du coup, j'en ai fait un passage dans mon prochain sketch. Où, je sais pas si elles étaient là, mais je les ai taillées, quoi, quelque part. Est-ce que actuellement tu cherches à masquer ton bégaiement quand tu es sur scène ou est-ce que tu déroules que le bégaiement soit présent ou non? Ça, par contre, je pense que c'est naturel chez tous ceux qui bégayent, c'est qu'on adapte notre écriture par rapport à notre bégaiement. Je sais pas si tout le monde le fait, mais forcément, on essaie de faire en sorte que notre texte nous fasse moins bégayer, parce que dans une vanne, il y a une question de timing, il y a la manière dont on la sort, et, euh, et s'il y a un bégaiement, s'il y a un bug dans la vanne, elle peut être soit mal comprise, soit moins drôle parce que les gens se sont focalisés sur le bug plus que sur la vanne. Donc, moi, en tout cas, j'adapte mes textes, mais pas à chaque fois. Mais, mais en fait, je pense que je le fais naturellement sans m'en rendre compte, à mon avis. Et c'était pareil pour le concours, le concours d'éloquence. On nous demandait de pas adapter, mais au final, tu le fais un peu, parce que ce que tu veux aussi, c'est de bien sortir le texte. Et puis, si bégaiement il y a, ce sera généralement c'est assez léger, quoi. Finalement, euh, même en adaptant, arrives-tu à dire tout ce que tu souhaites transmettre au public? Ouais, même comme ça m'arrive quand même de bugger, parce qu'il y a des moments où il y a un événement, où il y a un truc qui fait que ça change quelque chose en nous. Quand le texte, j'ai beau l'avoir lu et le jouer seul devant ma glace des dizaines de fois, parfois sur scène, il y a un passage qu'on a toujours bien sorti, mais ce jour-là, il sort pas, ou mal. Mais après, ça c'est pas arrivé très très souvent, mais ça arrive. Depuis que tu montes sur scène, qu'est-ce qui a le plus changé ton quotidien? Hmm, J'ai rencontré ma fiancée déjà. Ça a considérablement changé mon quotidien. C'est probablement le changement le plus important, je pense. Parce que d'ailleurs, je l'ai pas précisé, mais lors de ma première scène, toi, t'étais là. Enfin, je crois que j'étais quasiment tous venus. Elle était là. Et c'est moi qui l'avais annoncé. Et ouais, ouais. Je pense pas que tu te souviens. Mais c'est moi qui l'avais annoncé ce jour-là. C'était ma première scène. Et elle était de retour après une absence de quelques mois. Donc, du coup, à ce moment-là, c'était pas calculé du tout, hein. C'est un an après, on a été appelé sur une autre scène, et c'est là où on a fait qu'on a commencé à discuter un peu, et puis bah de là, c'est pas là que ça a commencé, mais c'est quelques semaines après. Et je vais pas vous faire l'historique, mais voilà. Donc ouais, le changement le plus gros, c'est ça. Après, après, je me suis fait plein de potes dans le milieu. Enfin, plein de potes. Je me suis fait quelques potes. Euh, je connais quelques personnalités.
qui ont, qui ont on va dire qu'ils ont une reconnaissance un peu plus grande que, beaucoup plus grande même que celle qu'on a nous, mais ouais, non, non, il y a des choses qui se sont passées, et quasiment que du positif. Qu'aimerais-tu que les personnes comprennent du bégaiement? Euh, déjà, allez, pour quelqu'un comme moi qui a à mon âge, les gens généralement se focalisent plus trop sur mon bégaiement, mais j'aimerais que les gens comprennent que pour des enfants, des adolescents, surtout, c'est un calvaire. C'est vraiment toute l'enfance, elle est conditionnée par ça. Il y a tout ce qu'on fait quand on va à l'école, quand on est interrogé en classe, quand quand on nous envoie dans un magasin acheter un truc et qu'on le trouve pas et qu'on doit demander quelque chose, quand on doit quand on doit aller dans un même faire des papiers, faire des trucs simples, même parler à une fille, c'est des trucs hyper difficiles, hyper compliqués quand t'es jeune. Et j'aimerais que les gens comprennent euh, que à l'intérieur, ces enfants ou ces ados vraiment souffrent, et que faut pas le prendre à la légère et prendre la chose comme quelque chose de drôle. Parce que si pour eux le bégaiement c'est quelque chose de drôle, pour pour la personne qui bégaye, c'est moi je me suis battu à cause de ça. J'ai eu des bagarres avec d'autres élèves à cause de ça. Donc euh, je dis pas qu'il faut faire la même chose, hein, mais ne pas se laisser faire déjà. Mais la meilleure chose à faire déjà, c'est d'entrée de jeu quand on commence une année, enfin l'année scolaire, c'est d'être transparent avec les professeurs, ce que j'ai jamais fait, ce que j'aurais dû faire. Et euh, et puis euh, et puis surtout que les professeurs sensibilisent un peu plus. Ça commence un peu, mais c'est pas encore trop ça, quoi. Mais ouais. Donc du coup, ouais, ce serait pas mal que les professeurs sensibilisent un peu plus, et que les élèves se mettent un peu plus à la place de celui qui bégaye. Selon toi, est-ce qu'on peut rire du bégaiement sans se moquer? Ouais, je le fais. Mais après, moi, c'est plus facile parce que j'en suis, donc c'est plus simple pour moi. Mais j'ai pas encore vu beaucoup de gens faire des vannes sur le bégaiement qui soient drôles. Des gens qui ne bégayent pas, hein. Mais j'ai vu quelques humoristes être drôles, mais c'était pas à proprement parler sur le bégaiement, c'était un personnage qui bégayait, mais faire des vannes sur le bégaiement, déjà j'en connais pas beaucoup qui en font. Moi j'en fais, mais comme j'ai dit, c'est même plus un tiers de mon texte. Et, je le fais de sorte à ce que ça devienne plus une moquerie pour les gens qui m'écoutent, en fait. Et généralement, quand je fais ces vannes-là, bah, j'ai pas de réaction après quand je bégaye. Ou alors c'est moi-même qui réagis. Parce que ça m'arrive parfois de dire que je bégaye, et pendant 3 4 minutes, je bégaye pas du tout. Et au bout de 4 minutes, j'ai un bug. Puis là, les gens sont étonnés alors que je leur avais dit que je bégayais, mais ça les surprend. Donc là, je le rappelle. Et ben, vous voyez la preuve que je bégaye. Donc du coup, je réagis tout le temps au fait que je bégaye pour désamorcer, et puis pour éviter aussi que les gens se moquent un peu, quoi. Et moi,
pense que pour quelqu'un qui bégaye pas, c'est plus compliqué. Parce que la plupart, ça se termine par des moqueries en fait. Donc, en tout cas, j'ai pas encore vu de bonnes vannes sur ça. Parce que en fait, c'est pas des vannes sur le bégaiement, c'est des personnages qui bégayent. Donc du coup, c'est pas drôle. Un personnage qui bégaye, tu le fais bégayer parce que pour toi c'est drôle. Donc tu penses que les gens vont rire. Quelque part, c'est de l'humour un peu. Comment j'appelle ça, moi? Je sais pas si ce mot, si ça existe, mais c'est de la loufoquerie. C'est-à-dire, c'est juste pour faire rire, mais il n'y a pas de fond derrière. C'est ça en fait. Donc faire le personnage qui bégaye, je sais que ça va faire rire, mais peu importe ce que je raconte en fait. Alors que pour moi, l'humour c'est des choses c'est des choses à raconter aussi, surtout même. Donc s'il n'y a pas de fond, ça n'a aucun intérêt. Si une personne, bégaye ou non, souhaiterait participer à un concours d'éloquence ou toute autre activité de prise de parole, mais aurait peur de se lancer, que lui dirais-tu? J'ai participé à un concours d'éloquence en tant que candidat et à un concours en tant que coach. Et donc, enfin, en tant que co-organisateur et coach. Donc, j'ai vu 12 candidats quand j'étais candidat et j'en ai vu 13 lorsque j'étais coach. Donc, 25 en deux éditions. Sur les 25, il y en avait la moitié qui voulait arrêter et qui se sont dit, j'y arriverai jamais, j'irai jamais au bout, jamais je parlerai devant autant de personnes. Et les 25 ont été au bout. Tous. Donc déjà, je pense que passer par un seul type de concours, où il y a beaucoup de bienveillance, où les gens comprennent, les gens sont là pour t'écouter, peu importe que tu bégayes ou non, je pense que ça aide énormément. Moi, il y avait une candidate lorsque j'étais coach, c'était pas une de mes candidates. Je crois qu'on avait deux candidats on avait un ou deux candidats. Elle, son coach, c'était une autre personne, mais elle voulait pas du tout aller au bout. Au bout de la deuxième séance, elle avait envie enfin, d'arrêter, quoi. Et puis, elle s'est dit peut-être faire les ateliers, mais jamais je ferai mon discours devant autant de personnes. Sauf que bon, on leur avait pas annoncé au début qu'on allait faire ça au Sébastopol. Eux pensaient qu'on allait faire ça devant 100, 200 personnes maximum. On a fait ça devant 1000 personnes. Et, et du coup, ça, on leur a dit qu'à la fin, parce que si on l'avait vu au début, peut-être qu'il y en avait une ou deux, un ou deux, ou une ou deux qui n'auraient pas été au bout. Et, et du coup, je pense que faire ça au Sébastopol, ça leur a donné plus de facilité, je pense. Parce qu'il y a tellement de monde que tu vois plus les gens, en fait. Déjà, c'est sombre. Donc, quand tu es sur scène, tu vois personne quasiment. Puis devant tant de personnes, t'as plus le temps de visualiser chaque personne et puis de te dire elle ou lui va se moquer. Donc t'es un peu plus concentré sur ton texte, quoi. Et donc du coup tout le monde a été au bout de toutes les éditions. Car même la première lorsque j'étais pas là, ils étaient moins de candidats, il me semble, hein. Ils étaient 8 ou 10, mais ils ont tous été au bout. Donc le concours d'éloquence dans le cadre là, avec des orthophonistes, avec des étudiantes qui sont là pour t'accompagner et puis pour t'aider, ça peut aider à prendre de la confiance et à prendre la parole devant n'importe qui en fait. Parce que quand t'es le jour de la finale, tu fais pas un discours devant que des gens qui bégayent ou que des gens qui ont des membres de leur des membres de leur famille. Il y a des gens qui viennent parce que ça les intéresse.
Donc, ils ont jamais eu affaire à des personnes qui bégaient, tu vois. Et donc, quand tu as réussi à faire ça, après c'est bon, je pense que tu peux tout faire. Bonjour Sarah, est-ce que tu pourrais te présenter? Bien sûr. Alors, moi, je m'appelle Sarah, j'ai 27 ans. Je suis ingénieure en formation, je suis humoriste et évidemment, je suis la fiancée de Jamel. Avant de rencontrer Jamel, que savais-tu du bégaiement? Alors, en fait, si tu veux, moi, avant de le rencontrer et tout, euh, j'étais dans un collège, je me rappelle. Il faut aussi préciser que c'est pas la même génération. Donc nous, fin collège, début lycée, c'était dans une école privée. Donc ils prenaient en compte les handicaps invisibles et les troubles de l'apprentissage et le bégaiement. Donc on n'avait pas, enfin il y avait encore des moqueries par-ci par-là, mais l'école était sévère par rapport à ça parce que on avait j'ai un ami qui bégayait, je l'ai encore, j'ai un ami qui bégayait, un autre qui était dyslexique, un autre qui était dysgraphique, des personnes qui ont un TDAH. Donc, c'est quelque chose avec lequel j'ai grandi. Je connais des amis et des potes qui bégayent, certains plus que d'autres. Mais ça n'a jamais été un détail pour moi déterminant de oh là là, il bégaye, est-ce que je pourrais être avec lui ou pas? C'est ça, la pensée ne m'a jamais traversée. Donc, ce que j'ai appris avec lui, par contre, c'est que, parce que moi je parle beaucoup de maladies mentales, c'est que c'est un peu comme les maladies mentales, si je peux me permettre de faire la comparaison, c'est que chacun le vit différemment. C'est que les choses, par exemple, que j'ai remarquées chez lui et les détails que j'ai pu voir et les renseignements que j'ai pu avoir pour l'aider et pour être avec lui et pour ne pas lui faire sentir quand il bégaye, par exemple quand il stresse et tout, que par exemple ça m'énerve ou que je suis impatiente ou que allez vas-y il faut parler, ben, ça fonctionne avec lui. Mais par exemple, mon ami, c'est autre chose qui fonctionne avec lui. Lui, il a besoin d'être rassuré, il a besoin qu'on lui dise, vas-y, prends ton temps. Alors que Jamel, si tu lui dis ça, il arrête direct et il perd ses moyens, il perd ses mots. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise? Euh, je sais pas si on peut dire que ça m'a surpris, mais en fait, comme on dit toujours, on peut avoir une idée extérieure de ce que la personne vit, mais tant qu'on n'a pas vécu avec elle et qu'on n'a pas vécu certaines situations avec elle, on ne peut pas savoir exactement ce qu'elle vit. Moi, il y a une chose, pardon, qui m'avait marqué. C'était au tout début de notre relation. Je me rappelle qu'on était allé à la plage et en rentrant, on voulait passer par un drive pour commander à manger et rentrer. Donc, on arrive au drive avec la voiture. Il me demande qu'est-ce que tu veux et ça se passe bien. Sauf que quand la personne au drive dit bonjour, vous allez bien, est-ce que vous voulez et tout, je pense qu'il a stressé et il a bégayé. Il a bégayé pour dire bonjour et il a bégayé pour faire la commande. Et tout de suite, vraiment, c'est choquant que dès qu'il a dit bonjour en bégayant, la personne de l'autre côté, elle a changé sa manière de parler. Elle a commencé à lui parler doucement, plus fort, et comme si elle parlait à un bébé. Et là, ça m'a un peu fait tilt en me disant, bah, moi, ça m'a énervé. Et lui, il m'a dit, oh non, c'est rien. C'est pas la première fois que ça m'arrive. Je dis, oui, mais c'est pas pour autant que c'est normal. Comme par exemple, quand on organisait notre mariage, on avait des fois où c'est lui qui devait appeler les prestataires et tout. Et quand, au bout d'un moment, il bégayait un peu, il y a un des prestataires, une fois, il lui a demandé, est-ce que votre femme est là? Je veux lui parler, comme ça, on peut plus discuter, tu vois. Enfin, c'est des petits trucs comme ça qui m'énervent parce que, euh, comment dire, déjà, leur quotidien est déjà assez compliqué comme ça. Parce que il y a pas à venir et donner l'impression à cette personne que parce qu'elle a quelque chose qu'elle ne contrôle pas, qui est déjà un handicap pour elle par rapport à certaines choses, par rapport à son enfance, par rapport à son adolescence, par rapport à ses études, on lui a toujours dit que, ah bah, par exemple, pour le lycée, on lui a dit, c'est pas la peine que tu fasses un lycée général, il faut faire un lycée pro. Alors que lui, il voulait faire un lycée général, lui, il avait, mais les gens s'attardent trop à ça et s'arrêtent à ça. Et lui, il se rappelle pas. Mais le jour où il a fait sa scène et qu'il y avait les deux meufs qui rigolaient, justement, elles étaient bourrées.
Donc, elles ont dérangé le passage de presque tout le monde. Donc, moi, je passe et moi, à ce moment-là, j'ai plus de scène que lui parce que je reviens d'une pause. C'est pas comme si je commence. Et je passe, la première chose que je dis, en rigolant, bien évidemment, je leur dis, par contre, le bar, c'est là-bas et ici, on écoute les humoristes. Elles disent, non, non, non. Je dis, bah, si, on vous entend, on vous écoute. Sinon, vous venez sur scène et vous le faites à notre place si c'est comme ça, tu vois. Et du coup, bah, c'est ça, en fait. Apprendre un peu. En plus, maintenant qu'on vit ensemble, genre, apprendre son quotidien, voir son quotidien et voir que on est deux personnes avec des handicaps différents qui ne sont pas qui ne ressemblent pas les uns aux autres et qu'on arrive à cohabiter ensemble tout en se renseignant l'un sur l'autre. Mais en tout cas, le fait qu'il bégaye, enfin, ça m'a jamais traversé l'esprit en me disant, ça fait partie des paramètres que je vais prendre en compte pour savoir si je vais être avec lui ou pas. Bah, non, tu vois, tu prends la personne, tu l'acceptes telle qu'elle est. Est-ce est-ce que tu as déjà eu peur de mal réagir face au bégaiement? Oui, honnêtement, oui. Euh, il y avait des moments où il n'était pas bien et il bégayait plus que d'habitude. Et en fait, je voulais lui montrer mon soutien en lui disant je suis là, je t'écoute, il n'y a pas de souci. Mais en même temps, je savais que je ne pouvais pas le dire. Donc j'avais peur de comment je suis censée réagir pour qu'il ait l'idée que il n'y a rien, je suis là, je t'écoute. Et puis moi, ça me dérange absolument pas. Dire ça me dérange pas, c'est même ça me traverse pas l'esprit. Je te donne un exemple. Moi, entre le collège et le lycée et mes études supérieures, j'ai développé une anxiété sociale, ce qui rendait le fait de parler devant les gens et tout compliqué. Mais l'humour m'a aidé. Mais, du coup, bah, je ne compare pas les deux parce que les deux sont deux choses très différentes. Mais je comprends que quand on n'est pas bien, qu'on est stressé, que déjà pour une personne normale, enfin une personne qui bégaye pas, c'est compliqué. Alors une personne qui bégaye, surtout quand elle stresse, bon donc dans ces moments-là, j'avais très 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 peur de mal réagir et au lieu de lui montrer mon soutien, de lui donner l'impression que je le prends de haut ou je suis là en lui disant non, t'inquiète, enfin j'ai eu peur au début. Elle a jamais mal réagi. Elle m'a toujours écouté, même quand tu bégayais fort. Et parce qu'elle a compris que quand on parle, même sur bégayer, si elle s'arrête en disant t'inquiète, genre, je sais pas, genre ça va aller, prends ton temps, ce genre de truc, quoi. C'est pointé le fait que je bégaye. Donc ça empire le truc. Et donc, du coup, le fond de notre pensée, il est, il est dilué dans le, tu vois, comment dire, dans la discussion. Donc, elle a compris que ce qui était important, c'était comment dire, ce que j'avais à dire et pas le fait que je bégayais. Donc, c'est pour ça, ne pointez jamais quand quelqu'un bégaye parce que c'est là où ça va le déstabiliser encore plus, en fait. Qu'est-ce que cette relation, t'a appris sur la communication? Déjà, elle m'a appris que il y a différentes formes de communication, que la communication est très très importante et que c'est l'une des relations qui m'ont appris que c'est bien beau de dire qu'un couple communique. Vous voyez, genre on communique, on parle, mais est-ce que on s'entend ou est-ce qu'on s'écoute? Et cette relation, elle m'a appris surtout d'écouter, non seulement ce qu'il dit, mais aussi comment il est, son attitude. Par exemple, maintenant, j'ai des petits signaux quand il se réveille le matin ou quand il reçoit un message et qu'il me parle et qu'il commence à bégayer ou pas être bien et tout, je sais qu'il y a quelque chose qui l'a stressé. Je sais qu'il a reçu un message qui n'est pas bien. Donc, j'essaye d'être là pour lui sans pour autant lui montrer que, écoute, je l'ai su parce que tu as fait ça. Donc, ça m'a appris que la communication, c'est pas juste deux personnes qui parlent. Sinon, ce serait facile. C'est deux personnes qui parlent, qui s'écoutent et qui essayent de se mettre à la place de l'autre tout en évitant de faire des concessions
sur notre ressenti. Ça veut dire que il a des handicaps, mais, mais ça n'empêche que quand on parle comme des adultes, comme, OK, moi j'ai besoin de ci, toi tu as besoin de ça, et on met les handicaps un peu de côté pour pas faire des concessions qui vont par la suite nous donner l'impression qu'on a trop, trop sacrifié pour la personne. Et donc, entre vous, parlez-vous souvent ou peu du bégaiement? Au début, on parlait souvent. On parlait souvent parce que je me renseignais, mais un jour, je me posais la question, je lui dis, est-ce que je peux te poser mes questions ou est-ce que tu préfères que je me renseigne de mon côté? Et là, il m'a dit, non, non, moi, je préfère que tu me poses les questions que d'avoir l'impression que tu es là et que tu comprends pas. C'est comme, par exemple, moi, je vais donner un exemple très, très extrême, mais moi, par exemple, à une époque, je me scarifiais et je voyais le regard des autres, tu vois. Et dans le train, dans le bus, dans tout ce que tu veux, j'aurais préféré que ces gens m'arrêtent et me posent la question, parce que moi, je n'ai aucun tabou par rapport à ça, que qu'on me regarde et qu'on regarde mes cicatrices, qu'on me regarde avec un regard de pitié. Donc, c'était ça aussi. Sur ce sens-là, on partage la même idée en disant, moi, il a dit, moi, je préfère que tu me poses des questions, que je t'éclaircis par rapport à ça, que j'ai l'impression d'avoir, que tu as un regard de pitié ou d'incompréhension vis-à-vis de moi. Mais actuellement, on en parle très peu parce que, franchement, quand on n'est qu'à deux, on peut passer genre 3 4 heures à parler de tout et n'importe quoi. Et faut savoir que Jamel, il y a deux sujets où que si tu les lances, t'es presque sûr qu'il va pas bégayer. Le foot et la F1. Il va pas bégayer, il va dire tout ce qu'il a à dire et il va débiter. Donc, ouais, c'est les deux principes parce que je me rappelle, il y a 2 jours, on a parlé de foot. On est resté 3 heures à parler. Mais en fait, c'est juste, moi, si j'ai un truc à dire, c'est que, en tout cas, je me permets juste de parler de lui, parce que voilà, c'est que ça le définit pas. C'est pas Jamel qui bégaye. Non, ça fait partie de lui et on ne doit pas minimiser les souffrances qu'il a vécues, ni ce que ça lui a engendré comme moquerie ou autre, que ce soit dans son enfance ou maintenant, parce qu'il y a encore des gens aujourd'hui, même s'ils ne remarquent pas, qui pointent la chose du doigt et qui ont des commentaires déplacés. Ça fait partie de lui, on doit la prendre en compte et tout, mais il est beaucoup plus que juste une personne qui bégaye. Après, moi, je voulais revenir sur le sujet de comment les gens ils réagissent quand ils sont devant une personne qui bégaye. Ça peut venir parfois d'une bonne intention, ça peut peut-être parfois ne pas être méchant, mais j'ai vu plein de réactions et la réaction et il te le dira, la réaction qui m'énerve encore aujourd'hui le plus, c'est OK, il répond au téléphone, il va bégayer en disant bonjour, puisque c'est là où il commence à bégayer vraiment. C'est quand il veut dire bonjour ou ça va. Et en fait, pourquoi changer sa manière de parler? Pourquoi parler tout doucement, hausser le ton, pas comme si on parlait à un petit enfant qui comprend rien. Non, bah juste, comme j'ai dit, on peut pas minimiser la chose ou la mettre de côté, mais si la personne bégaye, tout simplement vous le laissez finir et vous lui parlez comme vous auriez parlé à n'importe qui. Mais c'est tout. Et je le répète et j'insiste là-dessus. Moi, je l'ai su quand il m'a annoncé, même quand je le connaissais pas et qu'on n'avait rien, j'étais là en mode, enfin, c'est tout quoi. Ben, pourquoi pointer? Enfin, voilà. Et quand on a rejoué un an plus tard à l'Autrement dit, du coup, c'était un mercredi, moi j'ai parlé de santé mentale et lui il a parlé de bégaiement et des Parkinson. Et c'est là où on a commencé à parler en se disant, aujourd'hui, on essaie de rigoler de ce qu'on a vécu et qu'on l'a mal vécu, mais en essayant de rigoler, il faut savoir qu'on essaie de sensibiliser les gens. C'est à partir du moment où je vais rigoler de la chose et je vais commencer une conversation, ça vous oblige à parler de la santé mentale. Donc ça enlève un petit peu de tabou. Du coup, bah moi pour moi, j'ai réussi à au moins engendrer la conversation, ne serait-ce que entre 3 4 personnes.
Donc voilà. Donc moi, par rapport à la question de est-ce qu'on peut rire du bégaiement sans moquerie, je pense que oui, mais soit venant d'une personne qui bégaye, soit venant de quelqu'un qui connaît le milieu. C'est un peu comme les blagues mal placées sur les personnes en situation de handicap ou autre chose. Il y a une différence quand on entend la blague venant d'une personne qui est en situation de handicap, parce que ça vient pas faire de la moquerie, ça vient sur de l'autodérision tout en sensibilisant. Alors que si tu connais pas la chose et tu fais juste le cliché de je bégaye, c'est, 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 c'est juste débile en fait. Je vous remercie tous les quatre d'avoir participé à cet épisode et je vous remercie d'avoir écouté et vous souhaite une bonne journée.